Je pense qu'il a mangé quoi déjà? Il a mangé deux boulettes. Il y a quoi Au goûter, hein? Ouais. Bon, Ouais, bon. on mangeait baguette, une baguette et un poulet. Moins cher. Ouais, c'est chaud. Est-ce que tu veux ensuite la mettre en ligne? Pas forcément, c'est plus pour moi pour tester, machiner. Éventuellement, je la mettre en ligne si je suis pas trop habitué. Il n'y a pas trop de... Puis ouais, pas trop d'Alexis en train de bouffer son petit. Si on l'achète, ça va. Je sais même pas ce que c'est, j'ai commandé. Ah putain, je sais même pas ce que c'est, je l'ai commandé. Ça a l'air intéressant. C'est un mélange de midi avec de la mignon. soupe. Bon. Let's go. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Donc on va parler du Bitcoin, 3 parties. On va juste faire un rappel sur ce qu'est la monnaie, comment ça fonctionne. On l'utilise au quotidien, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi, qui sont les intermédiaires. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement recréer le Bitcoin, depuis zéro. On va partir de... Disons qu'on veut créer une monnaie électronique, comment est-ce qu'on ferait? Voilà. Et en troisième partie, grande distribution de Bitcoin pour ceux qui nous disent. Non mais vraiment déjà. Arnaque. Donc, la monnaie, qu'est-ce que c'est? La monnaie, en termes savants, c'est une unité de compte. En termes moins savants, c'est juste une façon de donner une valeur aux choses. Si j'ai un billet, disons de 5 euros, si j'ai un billet de 5 euros, je sais qu'avec, je peux acheter 5 pains au chocolat, par exemple. Pourquoi est-ce que je le sais? Déjà parce que la boulangère me dit 5 pains au chocolat, c'est 5 euros. Oui, mais comment est-ce que la boulangère, elle sait qu'elle va mettre 1 euro par pain au chocolat? Tout simplement parce qu'elle sait qu'avec ces 5 euros, elle pourra s'acheter par exemple 5 kilos de farine. Et pourquoi est-ce que c'est 5 euros les 5 kilos de farine? Parce que le producteur de farine lui-même a confiance. En fait, tout se résume dans ce mot-là, la confiance. La monnaie repose sur une seule chose aujourd'hui, c'est sur la confiance qu'on a en elle. Donc en fait, on est juste d'accord tous ensemble ici, en Europe en tout cas, pour utiliser une monnaie commune qui s'appelle l'euro. Et cette monnaie, on a confiance en elle. Et ensuite, Donc sachant cela, la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient la monnaie? Parce que, très bien, on a des euros, on a confiance, je sais que si je donne 5 euros, j'aurai 5 pains au chocolat, la boulangère sait qu'elle aura 5 kilos de farine. Ok, mais d'où ça vient à la base? Alors à la base, ça vient de ce qu'on appelle les banques centrales. En Europe, c'est la Banque Centrale Européenne. Aux États-Unis, ça s'appelle la Fed, la Banque Centrale Américaine. Et à l'origine, les banques centrales sont juste là pour émettre des euros, des dollars, mais à partir de rien. Et comme ça, la Banque Centrale dit, ben voilà, je mets en circulation maintenant 100 millions d'euros. Comme ça, je décide. Avant, c'était un tout petit peu plus complexe. Les banques centrales s'adossaient sur une valeur tangible. Le plus couramment, c'était l'or. C'était le cas par exemple aux États-Unis, c'est-à-dire que quand vous aviez des dollars qui étaient émis par la Banque centrale, vous aviez leur pendant en or qui existait réellement dans les coffres de la Banque centrale. Pourquoi l'or? Parce que en fait, il y a une quantité limitée sur la Terre, c'est une matière qui ne disparaît pas quand on la consomme, parce qu'elle ne se consomme pas réellement. On pourrait mettre du pétrole, mais bon, le pétrole, une fois utilisé, il disparaît. Donc l'or, c'était une bonne façon de faire un système où j'ai un bout de papier qui a une certaine valeur, et en face, j'ai un actif tangible qui existe vraiment. Alors, l'or, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que si on prend par exemple la Révolution française, à un moment, ils ont eu besoin d'argent, ils ont eu besoin de nourrir les soldats, ils avaient besoin de blé, ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils avaient besoin de soldats, il fallait payer tout ce petit monde. Donc en fait, ils ont créé une monnaie de l'époque qui s'appelait les assignats. Les assignats, c'était quoi? C'était une monnaie qui représentait les biens de l'Église qui avaient été confisqués. Donc ils ont émis par exemple, alors, je vais dire des chiffres au hasard, mais ils ont émis par exemple 100 000 assignats, et vous aviez un assignat, vous savez que vous aviez un 100 millième des biens de l'Église sur un bout de papier. Le gros problème qu'ils ont eu, et qui est un problème qu'on est en train d'avoir en ce moment même en Europe et aux États-Unis, c'est que nos amis révolutionnaires se sont dit, ok, j'ai dépensé mes 100 000 assignats, ben, il m'en faut plus, j'ai encore des frais de campagne, etc. Comment je fais? Ben, ils en ont reproduit encore plus. Le problème, c'est que en faisant ça, la valeur diminue. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec des millions et des millions d'assignats qui ne valent plus rien. Et comme ils ne valent plus rien, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont plus confiance.
Et comme ils ont plus confiance, ils arrêtent de l'utiliser et ça finit un effondrement de l'économie ou alors la création d'une monnaie parallèle tant qu'un État ne s'est pas restabilisé et n'a pas recréé une monnaie qui fédéralise la confiance. Donc là, je vous ai parlé des assignats. Vous avez le cas du Deutschmark dans les années 20 avec les images célèbres des gens qui allaient chercher du pain avec une mallette de billets. Et là, actuellement, bon, ça c'est le petit détour économico-politique. Vous avez peut-être entendu parler du terme quantitative easing. Oui, non, ça vous dit rien? Ok, c'est le terme poli pour dire planche à billets. Récemment, la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne ont émis des milliards et des milliards et continuent d'émettre des milliards d'euros et de dollars. Ces milliards d'euros sont plus ou moins distribués dans l'économie pour la stimuler. On a vu la crise de 2007-2008, l'économie est en train de ralentir parce qu'il y a une bulle spéculative sur l'immobilier, blablabla. Tout le monde s'arrête de produire, tout le monde est à peur, résultat des courses, ils mettent de l'argent pour dire ok, allez-y, investissez, consommez, faites tourner l'économie. Je l'utilise aussi d'un autre moyen, et j'arrêterai sur ce point-là, et je m'en sers aussi pour acheter des dettes. Vous avez un État qui a des dettes, vous avez une entreprise qui a des dettes, ils ne sont pas en mesure de payer, pas grave, on va produire 1 milliard d'euros comme ça de nulle part, et on va racheter des dettes comme ça. Donc ça, c'est le fonctionnement de la monnaie d'aujourd'hui. Ce qu'il faut surtout retenir dans ce que je viens de vous expliquer, c'est deux choses. La monnaie repose sur la confiance, et la monnaie est basée sur un intermédiaire, voire plusieurs. Là, en l'occurrence, le premier intermédiaire, c'est la banque centrale. Elle émet la monnaie. Et derrière, vous avez les banques. Donc celles que vous utilisez, Crédit Agricole, BNP, Société Générale. Et elle s'occupe de vous aider à tenir vos comptes et à gérer votre argent. Donc qu'est-ce que c'est en fait une banque? C'est jamais qu'un endroit où ils ont des livres. Les livres disent simplement qui a combien. Et quand vous faites un transfert d'argent, Bakélite fait un transfert de votre salaire sur votre compte. C'est simplement une écriture dans le livre qui dit « Je retire tant à Bakélite et je mets plus sur Arnaud Courtilla par exemple ». Donc une banque, en fait, c'est jamais qu'un gestionnaire de livres de compte. Donc là maintenant, on a l'ensemble d'un système monétaire à peu près actuel. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais voilà comment ça fonctionne. Maintenant, on va passer au Bitcoin. On va fabriquer nous-mêmes une monnaie électronique à partir de règles. Alors, point de départ d'une monnaie électronique, c'est quoi? C'est simplement de dire au monde ce qu'on fait. Ici, j'ai Alice qui donne un Bitcoin à Bob. Donc, on a une personne qui s'appelle Alice, et elle dit à tout le monde, comme ça, ok, j'ai un Bitcoin, je le donne à Bob. On a un premier transfert. Après, on peut se poser des questions. Qui est Alice? Est-ce qu'elle a vraiment un Bitcoin sur son compte en Bitcoin? C'est pas ça. On va commencer par répondre à ces questions les unes après les autres. D'abord, comment savoir que c'est bien Alice qui envoie le Bitcoin? Parce que moi, si j'ai décidé de m'appeler Alice, je peux faire la même chose. Pour régler ce problème-là, on va faire un tout petit défi technique très simple. On utilise un système dit de clé privée et clé publique. Alors ça peut avoir l'air assez complexe et savant comme ça, en fait pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut imaginer? Il faut imaginer que vous avez un coffre avec deux portes. Il y a une porte qui peut être ouverte avec une clé qu'on dit clé publique. Vous pouvez ouvrir la porte, vous pouvez regarder ce qu'il y a dans le coffre, mais vous ne pouvez pas attraper quoi que ce soit. Vous pouvez juste voir ce qu'il y a dedans. La clé privée, en revanche, elle peut servir à ouvrir le coffre et à déposer quelque chose dedans. Donc, si je reprends Alice qui veut envoyer un Bitcoin à Bob et s'assurer que c'est bien elle qui l'a fait, on peut utiliser le même principe. Alice, elle va avoir son petit coffre. Avec sa clé privée, il n'y a que elle qui a cette clé. Elle écrit sur un bout de papier, moi, Alice, je donne un Bitcoin à Bob. Elle met ça dans le coffre, elle ferme avec la clé privée. Donc ce qu'on obtient, en fait, le coffre, c'est quoi? C'est un message qui est chiffré. Derrière, la fameuse clé publique qui permet d'ouvrir le coffre juste pour regarder, cette clé, Alice, elle la donne à tout le monde. Tout le monde peut accéder à la clé, il suffit de la demander, tiens, donne-moi la clé publique du coffre d'Alice. Donc tout le monde peut simplement aller ouvrir le coffre d'Alice, regarder ce qu'il y a dedans, voir le message, qui sera donc déchiffré, et on pourra constater que Alice donne un Bitcoin à Bob, et comme Alice est la seule à posséder cette fameuse clé privée, elle est la seule à pouvoir mettre le message dans le coffre, dans le résultat des courses, on est sûr et certain que c'est bien Alice qui a émis le message, donc c'est bien elle qui a donné un Bitcoin à Bob.
Donc déjà là on n'est pas trop mal, donc qu'est-ce qu'on a? On a juste un message qui est envoyé et qui est validé, sécurisé pour dire que Alice donne un bitcoin à Tom. Maintenant on a un petit souci, c'est un message chiffré. Rien n'empêche à quiconque, une fois qu'il a lu ce message, parce qu'il a regardé, ok j'ai lu le message, de le reproduire, le rebalancer comme ça, là, il l'écrit sur un bout de papier, puis il le donne à tout le monde. Ah, Alice a donné un bitcoin, Alice a donné un bitcoin, et brusquement Alice a se met à distribuer des bitcoins sans même le savoir. Donc comment on peut faire pour protéger ça? Une des premières solutions, ce serait de mettre des numéros de série sur chaque bitcoin. Comme ça, un bitcoin ne peut pas être distribué plusieurs fois. Donc là, Alice fait exactement la même chose, elle écrit son message, sauf qu'elle précise bien que c'est ce bitcoin-là qu'elle donne. Donc là, moi, Alice, je donne le bitcoin 1, 2, 3, 4 à Bob. Le problème, c'est comment est-ce qu'on sait qu'Alice, elle possède bien le bitcoin 1, 2, 3, 4 on ne sait pas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va prendre un organisme intermédiaire, on pourrait l'appeler, je sais pas, banque, et puis c'est lui qui va gérer pour s'assurer que Alice possède bien le bitcoin 1, 2, 3, 4. Donc au moment où elle va le donner, on va vérifier auprès de la banque, on lui demande, c'est sûr qu'Alice elle possède bien le bitcoin 1, 2, 3, 4, elle dit oui, il n'y a pas de problème, et puis regarde, c'est dans le livre de compte. Ça n'a aucun intérêt, ça revient à faire exactement la monnaie qu'on a aujourd'hui, et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et c'est là qu'arrive la grande révolution qui a amené le bitcoin, qui a été aujourd'hui la blockchain. L'idée c'est que ce fameux livre, avec tous les comptes, il n'est plus dans une banque, il n'est plus dans des banques, il est possédé par absolument tout le monde via un réseau d'ordinateurs. Ça veut dire que par exemple, on va prendre tous les gens à cette pièce, et on va dire vous avez chacun votre PC, et vous installez le logiciel de Bitcoin. Ce logiciel va faire quoi? Il va prendre le livre qui contient les comptes d'absolument tout le monde, Alice, Bob, Arnaud, Erwan, etc. Et on va le copier chacun sur nos ordinateurs respectifs. Et ensuite, on va tous se connecter entre nous. Ce faisant, par ces connexions, on va s'assurer en permanence que tous ensemble, on a bien la même version du livre. Donc, l'idée, c'est que si jamais à un moment, un livre a été trafiqué, parce que, par exemple, Arnaud Courtilla est un petit malin et s'est dit tiens, puisque j'ai une copie du livre, je vais écrire dedans, je vais le trafiquer, et comme ça, je vais me rajouter 1 million de bitcoins. Typiquement le jour d'Arnaud. Et en fait, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la majorité du réseau dira attendez, ça ne marche pas. Tous les gens qui sont là diront à Arnaud non, on n'a pas la même version du livre, ça colle pas, c'est pas bon. Donc, refus d'utiliser le livre d'Arnaud, et Arnaud est automatiquement éjecté du réseau. Mais on t'aime quand même. Donc si on reprend ce principe-là, qu'est-ce qui se passe? Alice annonce sur le réseau, moi Alice, je donne le bitcoin 1, 2, 3, 4 à Bob, elle utilise toujours sa clé publique et sa clé privée pour émettre son message de manière à ce qu'on soit bien certain que c'est elle qui émet le message. Le message passe sur le réseau, et il suffit qu'on vérifie qu'elle possède bien ce bitcoin 1, 2, 3, 4, le réseau le vérifie, le valide, et laisse se faire la transaction entre Alice et Bob. Sinon, on a toujours un petit problème à ce stade. À 13h, Alice donne le bitcoin 1, 2, 3, 4 à Bob. C'est envoyé sur le réseau. Le problème, c'est que c'est pas instantané. C'est Internet, c'est lent, ça marche plus ou moins bien, la machine rame, j'en sais rien. Et le temps que tout le monde synchronise la copie du livre, 1 minute plus tard, elle annonce qu'elle donne le même bitcoin à John. Résultat des courses, on se retrouve dans le problème de la double dépense, qui est un des plus gros problèmes sur les monnaies électroniques, c'est comment on fait pour éviter que sur ce laps de temps, on puisse avoir le même bitcoin qui puisse être, ne soit pas dépensé 2 fois. Alors la solution pour ça, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de préciser un autre problème avec ce système-là, c'est qu'est-ce qui se passe si Alice possède une grosse partie du réseau. Bon, j'ai dit Alice, on va dire Arnaud parce que c'est bien son nom. Supposons que Arnaud, richissime comme il est, décide d'acheter un maximum de puissance et d'ordinateurs pour saturer le réseau avec sa présence. Résultat des courses, c'est lui qui possède la majorité des copies du livre, et donc il peut très bien dire, puisque c'est moi le patron du réseau, il suffit d'être à plus de 50%, il peut dire, voilà, dans le livre, moi, Arnaud Courtilla, je me verse 1 million de bitcoins, et de toute façon, tous les autres seront obligés de l'accepter puisque c'est moi qui possède la majorité du réseau. Donc là, on a un double problème. Problème de la double dépense temporelle
et problème de l'occupation, on va dire, spatiale du réseau par un vilain bandit. Mais on fait toujours. Hein. Alors il y a une solution pour régler ces deux problèmes en même temps, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail. C'est un système qui a été mis en place d'abord pour lutter contre le spam. Alors l'idée c'est de dire, quand on a un réseau et qu'on veut éviter que quelqu'un le sature, on va faire en sorte que être sur ce réseau coûte de l'argent. Le principe est tout bête. On va demander à chaque machine qui est sur le réseau, à partir du moment où elle doit valider une transaction en Bitcoin, elle va devoir faire un calcul débile qui sert à rien. C'est pas tout à fait vrai, mais pour simplifier, on va dire qu'il sert à rien. Qui va coûter un certain temps et une certaine puissance en machine. Donc forcément, électricité et donc argent. Alors la fameuse preuve de travail, c'est quelque chose de super bête. En gros, je pense à un nombre et je vous demande de le deviner. Est-ce que c'est 1? Non. Est-ce que c'est 100? 768 $. On va tenter toutes les combinaisons possibles les unes après les autres. Et à un moment, quelqu'un sur le réseau, à faire ses recherches, va tomber sur le bon nom et lui dire « Hop, c'est bon, t'as gagné, effectivement, c'est ce bon nom. » Donc si tout le monde travaille de cette façon-là, ça fait consommer de la puissance. Et donc ça fait que c'est pas très intéressant d'essayer de saturer... supposons qu'on ait un réseau avec 10 000 machines, il va falloir acheter 5 000 machines, et il va falloir les faire travailler toutes pendant des plombes et des plombes sur le réseau, ça va coûter une fortune. Ce qui veut faire bondir sur notre question, c'est que pourquoi est-ce que vous ici, vous vous amuseriez à prendre votre machine perso pour entretenir le réseau Bitcoin? Enfin, je pense pas que vous êtes des crypto-anarchistes plus que ça, surtout Arnaud. Donc, ce ne sera pas votre volonté. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens viennent sur les réseaux et soient prêts à faire cette fameuse preuve de travail pour faire fonctionner le réseau et le sécuriser? Et bien tout simplement, quand le fameux nombre tiré au hasard a été trouvé, celui qui l'a trouvé, il a gagné la course, et il est récompensé en Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le minage. Donc, tous les gens qui sont sur le réseau sont appelés les mineurs. Donc, c'est un faux ami parce que y a plein de gens qui ont pensé que ces gens, ils trouvaient des bitcoins, des choses comme ça. Mais pas du tout, ils se contentent de chercher un nombre aléatoire, et le premier qui a trouvé, il est récompensé. De cette façon-là, celui qui met beaucoup de ressources, beaucoup de puissance, a plus de chances de trouver le nombre, et donc, il a plus de chances d'être récompensé. Alors aujourd'hui, ce système-là, ils ont fédéralisé, ils ont trouvé plein de moyens, on met plusieurs machines ensemble et on se redistribue les bitcoins qu'on a gagnés, etc. Ce qu'il faut retenir aussi qui est très important là, c'est que ces fameux bitcoins qui apparaissent, c'est la manière dont les bitcoins sont créés. D'ailleurs, je vous ai dit, la Banque Centrale Européenne, elle crée des euros comme ça. Il y a un mec qui appuie sur un bouton qui dit « Ok, plus 100 milliards d'euros dans le système, c'est parti mon kiki ». Là, il n'y a personne pour dire « YOLO, on y va, j'envoie du bitcoin par paquet de 12 ». Ce qui se passe, c'est que c'est uniquement quand des mineurs font bien leur travail qu'il y a une génération de bitcoin qui est faite. Et, très important, le bitcoin est un protocole. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je suis en train de faire devant vous, c'est-à-dire que c'est une explication. Il n'y a pas de technologie derrière le bitcoin. Aujourd'hui, on utilise un logiciel en particulier qui s'appelle Bitcoin Core, qui a été écrit en C. Rien n'empêche de reprendre le protocole Bitcoin, donc l'explication sur le fonctionnement, et de le réécrire dans n'importe quel autre langage, sur n'importe quelle plateforme, Linux, Windows, etc., etc. Et donc, de fait, comme c'est un protocole, c'est des règles qui sont édictées, qui sont fixes et qui ne bougent pas. Et dans ce protocole, il est dit qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. De fait, le problème de la planche à billets, qui rend une monnaie, comment dire, malhonnête, éventuellement instable, voire sans aucune valeur, qui a des assignats, qui a des Deutschmark dans les années 20, etc. Ce problème-là disparaît d'office. Nous n'aurons jamais plus de 21 millions. Alors, je dis ça, il suffirait que ceux qui maintiennent le Bitcoin au niveau open source décident de changer cette règle, mais ça n'a aucun intérêt parce qu'automatiquement ça ferait effondrer le Bitcoin. Parce qu'un des gros intérêts du Bitcoin, c'est justement cette stabilité en termes de quantité de monnaie. Donc là, en fait, on a un système qui est déjà relativement complet et fonctionnel. Il y a juste un petit détail qu'il faut régler, c'est que je vous disais que Alice donnait le Bitcoin 1, 2, 3, 4. Ok, c'est sympa, mais si elle veut donner un demi-Bitcoin, un dixième de Bitcoin, comment on fait? Est-ce qu'on va faire des numéros de série par milliard et milliard? En fait, ça serait beaucoup trop complexe.
surtout s'il faut tout stocker dans les livres, etc. La solution utilisée par le Bitcoin, c'est de stocker des transactions. C'est-à-dire de simplement stocker qui envoie, qui reçoit, c'est pour quel montant. Donc qu'est-ce qui se passe si on prend par exemple Alice qui mine sur le réseau? Elle a gagné la course pour trouver le nombre magique. Automatiquement, il y a une transaction qui est créée sur le réseau qui va lui sortir de nulle part, c'est les fameuses créations, générations spontanées de Bitcoin, et qui va récompenser Alice avec 10 Bitcoins. Là-dessus, Alice veut donner un Bitcoin à Bob. Qu'est-ce qui est écrit dans le grand livre qui est partagé sur tout le réseau? La transaction telle qu'elle est là. C'est la transaction machin de Alice vers Bob montant un Bitcoin. Ensuite, elle donne 3 Bitcoins à John. Même chose, la transaction vient se rajouter dans le livre. Et ainsi de suite, Alice, sa marque, etc. Si on veut savoir quel est le solde du compte, entre guillemets, du compte d'Alice, bah, il suffit juste de faire l'addition. On prend, il y avait 10, moins 1, moins 3, moins 2, et voilà. On sait qu'il lui reste 4 bitcoins. Il faut vraiment imaginer que sur le réseau, c'est un livre qui contient uniquement des choses comme ça. Vraiment, il y a, quand vous regardez d'un point de vue technique les données qui sont émises, ça ne dépasse quasiment pas ça, il y a quelques détails en plus, mais sur l'ensemble, ce n'est qu'une immense liste de transactions depuis la création du Bitcoin. Aujourd'hui, ça pèse à peu près 20 gigas. Je ne sais pas combien il y a de transactions dedans, c'est absolument gigantesque, mais comme c'est des données assez petites, finalement, on peut en stocker des milliards et des milliards sans aucune difficulté. Alors, évidemment, vous avez bien compris, ça veut dire que quand vous démarrez aujourd'hui, vous dites tiens, j'ai envie de participer au réseau, vous installez le logiciel, il va se connecter au réseau et il va vous rapatrier la liste de toutes les transactions qui ont été faites avec le Bitcoin depuis la création du Bitcoin. Vous récupérez le livre entier. Et ce livre entier, c'est ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est la liste de toutes les transactions. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça la blockchain? Parce qu'en fait, sur le réseau, les transactions sont réunies en blocs, envoyées par paquet aux mineurs, donc aux participants du réseau, qui vont valider, et ensuite vont chaîner les blocs les uns après les autres, d'où blockchain. Alors maintenant, un petit peu plus concrètement, là on a vu donc tout ce qui était la pure théorie, on a créé notre réseau, notre monnaie électronique, sur le modèle du Bitcoin. Alors un peu plus concrètement, comment ça se présente? Ça, c'est une chose qui perturbe pas mal les gens parce qu'ils ont beaucoup l'habitude de fonctionner en compte bancaire, en virement, en chèque, carte bleue, ce genre de choses. On ne peut plus vraiment penser comme ça dans le Bitcoin. La meilleure façon que j'ai eu de le représenter moi, c'est de dire voilà. Quand Alice fait un transfert d'un Bitcoin à Bob, en réalité, elle ne fait pas un transfert de son compte vers le compte de Bob. Elle fait le transfert d'une adresse qu'elle possède, qu'on pourrait assimiler, on va dire, à un billet, et elle transfère une partie du montant de ce billet sur les billets de Bob. C'est exactement ce que vous avez là, en fait. C'est pour ça que j'ai sorti cette version imprimée. Là-dessus, vous avez des bitcoins, si vous voulez. C'est-à-dire que là, vous avez une clé publique, c'est-à-dire ce dont je vous ai parlé, l'identification d'Alice. Et ici, vous avez la clé privée qui permet de dépenser les bitcoins qui sont rattachés à cette clé publique. En fait, la clé publique, c'est ce qu'on appelle l'adresse. Vous l'avez ici. Donc, c'est juste une suite de chiffres, de lettres plus ou moins tordues. En réalité, c'est juste un nombre très 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 grand, gigantesque, qui est tiré au hasard. Une adresse, vous allez sur un site comme bitcoinadresse.org, il va vous en générer une comme ça, clac. Voilà, vous dites tiens, j'ai besoin d'une adresse pour récupérer des bitcoins. Un exemple, Arnaud veut que je le paye en bitcoin, il va sur ce site-là, il va obtenir exactement la même chose, et il va me donner cette adresse-là. Là-dessus, moi j'aurai à peu près l'équivalent, hein, j'aurai par exemple ceci, il y a quelques bitcoins là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser cette adresse, donc là c'est un QR code, cette adresse qui est donc en fait ma clé privée, pour écrire le message sur le réseau. Moi, Antoine, j'envoie un bitcoin à Arnaud. En réalité, ce que je dis, c'est moi, Antoine, possesseur de cette adresse avec cette clé privée, j'envoie un bitcoin à l'adresse que m'a donnée Arnaud en utilisant sa clé publique pour savoir si c'est bien lui. C'est comme ça que ça fonctionne.
la chose importante qui est souvent mise en avant avec le Bitcoin, c'est que c'est anonyme. Parce que là, j'ai utilisé les mots Antoine, Arnaud, Bob, Alice. En réalité, ce qu'il y a sur le réseau, ce sont uniquement des adresses comme ça. Donc, si je ne connais pas Arnaud, par exemple, et que je lui donne quand même, bah, je lui aurais donné, mais je ne le connais pas. Donc, effectivement, on est anonyme sur le réseau Bitcoin jusqu'au moment où il y a une friction, on appelle ça une friction avec les autres monnaies, avec ce qu'on appelle les fiat monnaies. C'est quoi? C'est-à-dire que par exemple, vous voulez acheter des bitcoins en échange d'euros. Il y a des plateformes sur Internet qui font ça, mais vous êtes obligé de donner votre identité. Donc, vous allez sur la plateforme, vous donnez quelques euros avec votre carte bancaire, on vous donne des bitcoins sur une des adresses que vous avez comme ça, que vous avez chopé, vous avez simplement généré. Là-dessus, vous allez acheter des armes, de la drogue, etc. Le FBI vous tombe dessus. Comme le FBI, enfin plus précisément le FBI cherche à remonter la liste des transactions, et bien à un moment ils vont revenir jusqu'à la plateforme d'échange et ils vont dire écoutez, madame la plateforme d'échange, vous avez donné tant de bitcoin à une personne pour tant d'euros tel jour, dites-nous qui c'est. Et là, vous êtes OK. Donc c'est à partir du moment où il y a une friction entre la fiat monnaie et le bitcoin que vous avez un risque, vous perdez l'anonymité tout simplement. Alors, quelques petits points rapides sur le Bitcoin, le vrai. Donc, le fameux Satoshi Nakamoto, le créateur inconnu, on a peut-être entendu parler. Donc, en fait, c'est l'inventeur du Bitcoin. Alors, c'est pas tout à fait vrai. La notion de monnaie électronique existe déjà depuis bien avant, date de 95-99, et ensuite a évolué avec le temps. Satoshi Nakamoto, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un papier qui décrit le Bitcoin dans son ensemble. Avec tous les principes que j'ai mis jusque-là, avec la fameuse blockchain. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a partagé, normalement. Et ensuite, il a travaillé avec d'autres gens via Internet, sur des forums, qui ne l'ont jamais rencontré. Et ensuite, ensemble, il a écrit le premier logiciel de Bitcoin, qui a été ensuite partagé et amélioré avec les gens sur le fameux forum. Et de là, ça a décollé. Et puis un beau jour, il a disparu. Alors, est-ce que c'est une personne, plusieurs personnes? Est-ce qu'il s'appelle vraiment Satoshi Nakamoto? Est-ce qu'il est japonais, anglais, américain? Récemment, on a cru que c'était un Australien. Il semblerait que ce ne soit pas vrai. Donc derrière, il a créé le concept de blockchain. Alors pourquoi j'en reparle ici rapidement? Parce qu'en fait, la blockchain, on a vu, c'est une immense liste de transactions. Mais il y a d'autres choses qui sont possibles. En réalité, je ne vais pas aller trop en détail dedans parce que c'est assez complexe, mais la blockchain, c'est pas juste une transaction, c'est aussi des algorithmes de transaction que vous pouvez appliquer. Je vous donne un des plus simples. Vous pouvez utiliser des transactions à 3. Par exemple, l'idée c'est que je veux donner un bitcoin à Arnaud, mais uniquement quand il m'aura donné l'objet que je suis venu lui acheter. On peut utiliser Alexis comme, entre guillemets, tiers de confiance. C'est-à-dire qu'en gros, la transaction se fera à 3, et tant que la transaction n'a pas été validée par les 3 intervenants, elle n'a pas lieu. Tout simplement. Donc avec ce système-là, vous êtes certain que moi, je peux pas garder l'argent, Arnaud ne peut pas garder l'argent, et Alexis ne peut pas le garder non plus. Il faut juste que les 3 soient d'accord pour dire « Ok, on fait la transaction entre Arnaud et Antoine ». C'est un des principes de la blockchain. Il y en a encore d'autres, on appelle les smart contracts, qui permettent de faire des signatures authentifiées, valables dans le temps, etc., etc. Comme je vous l'avais dit, 21 millions de bitcoins seront créés sur la durée, c'est une asymptote. Ce qui se passe, c'est que au lancement du Bitcoin, à chaque fois que vous trouviez le fameux nombre magique, vous gagnez 50 bitcoins. Ensuite, tous les X blocs minés, vous divisez par 2. Donc aujourd'hui, on en est, je crois, à 12,5 bitcoins gagnés par mineur. Voilà. Et progressivement, on va passer à 6, 3, etc., jusqu'à arriver à plus grand-chose. Eh ben, je crois que j'ai terminé, c'est juste un slide. C'est à peu près tout. Il trouve tous les. Quel intervalle de temps entre... C'est pas un intervalle de temps, en fait, c'est un intervalle de blocs. En moyenne. Bah, en fait, ça dépend de l'intérêt qu'ont les gens sur les bitcoins. C'est-à-dire plus il y a de transactions, plus il y aura des blocs à miner, et plus ça ira vite pour aller au bout. Les prédictions, qui de toute façon fluctuent énormément, disent qu'on devra arriver au bout de l'asymptote quand on approchera vers 2040. Mais bon. Pour l'instant, il faut même. Je crois qu'on en est à peu près à 12 millions. Je crois qu'on est à 12 millions sur les 21. Mais ça ralentit progressivement. Puisque forcément, on distribue de moins en moins de bitcoins. Au début, on les distribuait par 4,50 et bientôt, on va les distribuer par paquet de 6, donc ça va arriver beaucoup moins vite. Voilà.
Valeur actuelle 650 ce matin. 650. Alors, cette notion de valeur, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on se pose le bitcoin en tant que valeur en euros, en dollars, etc. En fait, c'est une monnaie, donc évidemment, qu'est-ce que vaut un euro par rapport à un dollar, qu'est-ce qu'un dollar par rapport à un yen, etc., etc. Le bitcoin, évidemment, il est hyper volatile, ça fait des sauts monstrueux. Quand moi, j'ai commencé à m'intéresser, il était à peu près à 400 euros. J'en ai acheté quelques-uns, et il est descendu, et il est descendu, et il est descendu, et il est descendu à 100 euros. Donc j'étais en train de pleurer en disant « Ah, ça y est, j'ai acheté n'importe quoi, j'ai perdu de l'argent. » Bon, j'en avais acheté 2-3. Et en fait, aujourd'hui, il a remonté. Donc aujourd'hui, je suis en train de pleurer en me disant « Ah, putain, il était à 120, j'aurais dû en acheter 100. Quel con. » Voilà, donc c'est très volatile. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. En fait, il y en a 3, c'est classique. Vous pouvez l'utiliser pour spéculer. Donc, le garder, le revendre, essayer de faire de l'argent sur la fin de vie. Vous pouvez l'utiliser parce que vous y croyez, tout simplement. Donc aujourd'hui, il commence à y avoir des sites, des boutiques qui permettent de payer en bitcoin. Le plus surprenant qui me soit arrivé, c'est que j'ai pu payer un jour mon café en bitcoin. C'était assez gaguesque, c'était à la cantine numérique. Je suis arrivé pour l'espace de coworking et j'avais oublié mon portefeuille, j'ai retroqué du coin. J'étais là, et merde. Et là, je vois marqué sur la porte d'entrée, ici on accepte le bitcoin. Alors c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, juste en face de la cantine numérique et du café en question, il y avait la maison du bitcoin, donc, forcément. Et donc j'ai pu payer mon café et mon pain au chocolat avec mon téléphone, en bitcoin comme ça. Et puis ensuite, la dernière utilisation, qui est probablement une utilisation majoritaire ou pas, moi je dis ça sans savoir. Je me demande si c'est pas la spéculation qui tape les choses. Donc l'utilisation, c'est sur Tor et ce qu'on appelle les dark markets, donc les marchés interdits du type drogue, armes, une carte de crédit volée, etc. etc. C'est là où ça tourne le plus, puisque forcément il y a une forme d'anonymat qui est possible. Et donc c'est la monnaie qui est très appréciée pour les marchés. D'autres questions ? Est-ce que c'est à peu près clair? Parce que c'est vrai que je vais assez... Du coup, si tu veux rentrer sur le marché, t'es pas obligé d'en acheter, tu peux juste acheter un gros ordinateur, t'inscrire et puis essayer de miner jusqu'à ce que tu dis. Très bonne question. Tu peux faire ça, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, la machine que tu vas devoir acheter, elle est tellement monstrueuse que tu ne peux pas te la payer. Vous pouvez faire une petite recherche sur Google. Aujourd'hui, on ne parle plus de mineurs, on parle de ferme de mineurs. Il y en a une qui est assez célèbre en Chine. En fait, c'est une usine entière. Vous verrez, les vidéos sont absolument incroyables. C'est une usine entière avec... Ils n'ont pas mis des fenêtres, ils ont mis des ventilos aux fenêtres. Des immenses ventilateurs pour refroidir l'ensemble de toutes les machines qui sont en train de tourner pour miner du bitcoin 24 heures sur 24. Voilà. Pour te dire, je crois que ça se fait plus maintenant parce que c'est vraiment plus intéressant, mais il n'y a pas si longtemps, ils produisaient des puces exprès pour les minages. Il y avait des mecs en Chine qui fabriquaient des puces, quoi, qui faisaient des microprocesseurs uniquement pour trouver. Tu sais, c'était genre un super calculateur, c'était pas un ordinateur qui cherchait dans leur France, et il y avait des solutions de. Alors, tout au départ, non, tu parles de quoi? Tu parles de ceux qui fabriquent les puces? Non, de la ferme de minage. Ah, la ferme de minage? Non, c'est un mec qui a monté une usine. Mais non, mais c'est des ordinateurs qui sont pas connectés aux autres, c'est participent à le travail. Ils sont implicitement, alors, si, ils peuvent, complètement, si, alors, c'est justement le principe des fermes de Bitcoin. Je pense à un nombre entre 1 et 1 milliard. Ok, les gars, devinez. Ce sera plus simple si vous êtes chacun en train de vous dire, ok, alors moi je vais essayer de deviner entre 1 et 1 million, moi entre, etc. Donc en fait, il y a une répartition comme ça dans les fermes de minage pour arriver à trouver plus vite. C'est le principe. Et aujourd'hui, il y a même des systèmes de regroupement, il y a des sites spécialisés là-dedans où en gros, de chez soi, on dit qu'on va participer à une ferme de minage et on touche un pourcentage sur chaque bitcoin trouvé en fait. Sachant que l'intérêt, si le coût énergétique est plus important que le gain, alors voilà. Mais c'est d'ailleurs le même principe. Alors c'est le principe même d'ailleurs de l'existence du minage en fait. C'est pour éviter que quelqu'un s'amuse à saturer le réseau avec 1 million de machines et là commence à exploser le bitcoin. Il faut savoir qu'on est presque arrivé à ce stade-là à un moment avec ces fameuses fermes de minage accessibles par tous. D'ailleurs, tu te connectes sur le site. Ils ont un réseau interne, tu te connectes sur le réseau, tu participes au minage et puis tu récoltes les fruits en fonction de ce que tu mets. À un moment, il y a un de ces réseaux, j'ai oublié son nom, à ces réseaux de ferme, il avait atteint 36%. Donc on commençait à avoir une inquiétude en disant, mon Dieu, il y a une entité qui rassemble plein de gens,
qui représente 36% du réseau. Et si elle continue de grossir, elle va passer à 51%. Alors, est-ce qu'elle aurait pu faire quelque chose? Dans la réalité, non, parce que il faudrait que les 51% qui représentent des centaines de milliers de personnes se mettent d'accord pour dire tiens, on va tricher sur le livre, sur la blockchain. Pas très crédible. Mais pour la confiance de la monnaie, et encore on en revient toujours au même problème, c'est qu'une monnaie repose sur la confiance. Si brusquement je vous dis, vous savez quoi, les bitcoins, à un moment, n'importe qui peut tricher, ou alors tel type de personne peut tricher, bah, vous dites, ah non, je ne vais pas aller là-dedans. C'est trop dangereux. Une fois j'ai touché des bitcoins, est-ce que je peux les reverser dans l'économie réelle? On va les faire rembourser Tu les revends. Alors, il y a des places de marché. Alors moi, celle que j'utilise s'appelle Kraken, K-R-A-K-E-N. C'est comme une place de marché où tu vas acheter des actions, des trucs comme ça, ou de la monnaie, où tu vas acheter des dollars par exemple. Donc tu arrives, tu déposes par exemple 100 € sur ton compte Kraken. Ça c'est par virement SEPA. Et ensuite, tu regardes le cours. Et puis tu dis, tiens, je vais acheter maintenant, ou je vais acheter quand il aura atteint temps, ou en dessous de temps, et ainsi de suite. Et inversement. Donc tu achètes tes bitcoins, tu les as sur ton compte Kraken. Évidemment, tu peux les sortir et les transférer sur n'importe quelle adresse, c'est instantané. Alors tiens, je vais faire la petite démo après. Et donc de fait, c'est comme ça que tu fais la jonction entre l'économie réelle et le bitcoin. Alors, qui veut que je lui donne du bitcoin? Il faut juste installer un logiciel. Alors, qui a un Android là? Qui a un Android ici? Bitcoin à 500 €, pas de problème. Non, ça va être genre pour me payer en café. Qui a un Android? On va tester avec toi, Alexis. T'inquiète pas, ça fait pas mal. Donc, il faut juste que tu installes, fais une recherche Bitcoin dans l'App Store, le Google Play. Ouais, mais